printemps des Sayanim. Récit. Harmattan. Jacob Cohen. Le printemps des Sayanim. Recite. Harmattan. Le printemps des Sayanim. Du même auteur. Les noces du commissaire. Édition Le Fennec. Casablanca. 2000. Moi. Latifa S. Édition L'Harmattan. Paris. 2002. Du danger de monter sur la terrasse. Édition Tariq. Casablanca. 2006. L'espionne et le journaliste. Édition L'Harmattan. Paris. 2008. Avertissement. Malgré la troublante proximité des faits relatés avec l'actualité, toute identification avec des personnages existants ne serait que le produit d'une coïncidence. Copyright L'Harmattan, 2010-5-7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr ISBN 978-2-296-11-284-1 EAN 9 782 296 112 841. Jacob Cohen. Le printemps des Sayanim. Récit. L'Harmattan, le seul problème que nous devons nous poser est de savoir comment aider Israël. Dr Marc Aron, président du Benaï Brit. De France, Benaï Brit Journal, juin 1988. Paris possède aussi son lot de Sayanim, auxiliaires volontaires juifs de tous horizons. Ranes nous donna un cours sur un réseau unique au monde et qui constitue la force du Mossad. Nous disposons d'un réservoir de millions de juifs hors des frontières d'Israël. Ce système permet au Mossad de fonctionner avec un personnel de base squelettique. Pensez qu'une antenne du KGB emploie au moins 100 personnes, là où le Mossad n'en a besoin que de 6 ou 7. Victor Ostrovsky, Mossad, un agent des services secrets israéliens parle. Presse de la Cité, 1990. Meir Hamid comprit très tôt que ces Qatsas avaient besoin de soutien sur le terrain de leur mission. Ce fut la raison pour laquelle il développa le réseau des Sayanim, collaborateurs volontaires juifs. Le Sayan acceptait en dernière instance une allégeance encore plus primordiale, et presque mystique, envers Israël. Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad. Nouveau Monde édition, 2006. Arrivé au Maroc, en 1954, de la première délégation du Mossad. Il est chargé de faire passer les Juifs du Maroc clandestinement en Israël. Peu à peu émerge l'organisation clandestine dans les rangs de laquelle s'enrôlent des centaines de Juifs. Michel Meir Knafo, Le Mossad et les secrets du réseau juif au Maroc 1955 à 1964, Biblieurope 2008. L'auteur exprime sa cordiale reconnaissance à Winnie Guilleux pour la couverture. Pour contacter l'auteur yahoo.fr. Ce livre est dédié à tous ceux qui se battent pour la justice en Palestine. Youssef El-Kouen tentait d'échapper à la sensation soudaine du chrétien poussé dans l'arène au lion. L'image lui rappela quelque chose. Il lui préféra celle du kamikaze, mais sans connotation explosive. Il y avait beaucoup de monde, mais peu de femmes. Comme avant chaque tenue, les manifestations de fraternité n'en finissaient pas. Triple accolade, exclamation et tape chaleureuse. Youssef s'avança prudemment à l'intérieur du temple. On le regardait avec curiosité. Personne ne vint lui souhaiter la bienvenue. L'image de la reine s'incrusta de nouveau. Il porta les doigts à son cou. Heureusement Florence était déjà là, accompagnée d'une sœur. Il les embrassa avec soulagement. À l'instar d'un célèbre révolutionnaire en visite aux États-Unis, il pensa « Maintenant je suis dans la gueule du loup ». Florence semblait ne se douter de rien. Quelques hommes se hasardèrent à les saluer. Florence Meyer et Martine Taureau avaient déjà mis leur décor. Même robe noire, même médaillon, même gants blancs. Mais le tablier de Florence était à dominante rouge. Celui de son ami totalement blanc, bavette rabattu. Elles avaient presque la même silhouette, mais les cheveux noirs de la seconde contrastaient avec la blondeur de son accompagnatrice. Lorsque celle-ci leur disait son nom, les frères semblaient ravis.
et décontenancés. Quelque chose dans l'assemblage du trio les embarrassait. Youssef regrettait d'avoir mis une cravate. C'était une concession ridicule pour passer inaperçu comme si cela était possible. Et pour ne pas prêter le flanc à une critique facile. Il fit un saut au lavabo, se regarda dans la glace. Il hésitait. Donnait-il l'impression de l'arabe endimanché, ou de l'intellectuel éclairé? Il retira la cravate, ouvrit le premier bouton. C'était mieux. Ce symbole de la bienséance vestimentaire le poursuivait depuis son adhésion. Il n'en raffolait pas, et plus que tout, il était devenu un objet de discrimination. Au moins à la Grande Loge, costume noir et cravate étaient de rigueur pour tous. Cela avait commencé par une remarque fraternelle. Même les piques relevaient du fraternel. Après l'initiation, il s'était rendu compte que certains frères se dispensaient de la cravate, et que dans les locaux de l'obédience, d'autres s'habillaient en jeans et t-shirts. La première fois qu'il se présenta sans cravate, un frère lui ordonna, juste après la triple accolade, « Tu mettras une cravate à chaque tenue. » El Kouen balbutia sa promptitude à obtempérer. Il était encore dans la phase de la fascination absolue. Devant les maîtres, détenteurs d'un savoir occulte, proche de la perfection maçonnique, il se sentait l'âme du disciple, obéissant et plein de reconnaissance. Il fit l'acquisition de cravates neuves. Ce maître s'appelait Gérard Silmo. Dans ce microcosme hiérarchisé, il n'occupait aucune fonction, mais ses interventions emportaient l'adhésion. C'était en quelque sorte l'éminence grise de la loge. Un jour, quelqu'un murmura à l'oreille de Youssef, « Gérard est 18e », à tout hasard, il fit une moue admirative. Mais le port de la cravate ne semblait pas une obligation pour tous. Le premier surveillant s'habillait comme un pitre, en survêtement dépareillé, avec des tennis aux couleurs vives. Ses planches tournaient autour de l'occultisme et de la magie des chiffres. Mais il gravitait dans l'orbite de Gérard. L'autre apprenti lui avait révélé un jour que Silmo n'aimait ni les Arabes ni les Juifs, et qu'il flirtait avec les idées du FN. Ces informations, il les tenait de l'orateur, un Juif pied noir comme lui. Avec ses lunettes ovales et son élégance décontractée, il opta finalement pour le type intellectuel. Le temps avait passé. Il se précipita vers le temple. Tout le monde était en place. Il mit son cordon et son tablier à dominante bleue, et ses gants. Juste à temps, le vénérable assénait un coup de maillet autoritaire. Youssef resta bouche bée. Il mit quelques secondes à réaliser. Le vénérable était le juif pied noir de son atelier, autrefois orateur. Il est vrai que sa présence se faisait rare. L'ancien apprenti, devenu maître en même temps que lui, l'excusait systématiquement pour raisons professionnelles. Gilles Talibani sembla lui aussi surpris par la présence de Youssef. Mais il se reprit vite, et lança le rituel de l'ouverture. Bien que l'atmosphère fût dissipée, émaillée d'échanges frivoles, comme si les frères, se retrouvant enfin entre eux, se libéraient d'un cérémonial sacrilège, El Kouen redoublait d'efforts pour se montrer irréprochable. Les pieds en équerre, la main droite bien relevée, collée à la gorge, il donnait l'impression de vivre un moment d'une extrême solennité. Ils se rassirent. Youssef privilégiait la colonne du nord pour mieux suivre les planches. Martine ne pouvant s'asseoir que sur la colonne du midi, Florence resta à ses côtés. Leur maintien était exemplaire. Le buste droit, les mains à plat sur les cuisses, le pouce et l'index formant un angle droit. Dans une loge féminine, ce tableau l'impressionnait toujours. L'appel ne fit que confirmer ce qu'il pressentait. Jusqu'à la lettre S, tous les frères avaient un nom à consonance juive, plutôt d'origine nord-africaine. Puis Ahmed Sidaoui se leva à l'appel de son nom. Youssef se raidit. Ainsi donc ce traître est un frangin, et en plus dans cette loge, maugréa-t-il. Puis les visiteurs se présentèrent. Le nom de Florence suscita un intérêt non dissimulé. En se présentant, tourné vers l'Orient, El Kouen sentit converger vers lui des regards suspicieux. Le vénérable pria le frère secrétaire de donner lecture du tracé des derniers travaux. Youssef se concentra. Habituellement, c'était plutôt un moment de relâchement.
Il écoutait d'une oreille distraite ce compte-rendu débité d'une voix monocorde, truffé de formules ésotériques, et levait machinalement la main droite pour l'approuver. Le secrétaire évoqua d'abord les 5 minutes d'actualité du vénérable maître sans entrer dans les détails. La formulation semblait indiquer une coutume bien établie. Puis il entra dans le vif du sujet. La planche de la tenue précédente avait pour thème la question des réfugiés juifs des pays arabes. C'était une tenue blanche fermée. Le conférencier était un profane, auteur d'un livre portant le même intitulé. Pour un historien d'origine marocaine, le sujet semblait prometteur. Youssef se préparait à savourer l'instant. Mais bien vite il déchanta. L'indignation le gagnait. Le tableau dressé par l'auteur était apocalyptique. Des populations juives expulsées de leur pays, de tous les pays arabes sans exception, dépouillées auparavant de leurs biens, munies à peine d'une valise. Certes, il y avait eu ici ou là quelques excès, consécutifs aux tensions internationales. Mais la communauté juive du Maroc, forte d'un demi-million d'âmes, avait vécu dans des conditions honorables. Les Juifs eux-mêmes le reconnaissaient. C'est plutôt le Mossad qui avait utilisé toutes sortes de manœuvres pour les faire partir. El Kouen se rappelait l'interview accordée par un écrivain juif d'origine marocaine à un hebdomadaire libéral de Casablanca, dans laquelle il rappelait un fait assez méconnu. En 1955, l'agence juive avait négocié le soutien américain au Maroc dans ses pourparlers avec la France, contre 45 000 juifs. Et ces camions étaient partis les ramasser dans les campagnes marocaines, sans leur demander leur avis, abandonnant sur place malades et vieillards. Une telle distorsion historique n'était pas sans justification. Youssef commençait à comprendre. L'auteur faisait le parallèle avec les réfugiés palestiniens. Et comme par hasard, le nombre des réfugiés juifs leur était équivalent. S'il y avait un problème d'un côté, il n'en manquait pas de l'autre. Israël s'en sortait même mieux sur le plan moral. Il s'était si bien occupé de ces réfugiés, alors que les pays arabes avaient laissé leurs frères palestiniens croupir dans des camps. En conclusion, l'auteur en appelait ouvertement à reprendre ses thèses au bénéfice d'Israël. Youssef sombra dans l'engourdissement, muselé par la discipline maçonnique. La voix du secrétaire lui parvenait, lointaine et confuse. Les repères s'estompaient, le coup de maillet le secoua. Il leva machinalement la main droite. Quelques rires lui firent prendre conscience de sa bévue. Il abaissa piteusement la main. Le vote pour l'adoption du tracé reprit normalement. Le vénérable communiqua la suite de l'ordre du jour. Youssef crut percevoir un certain triomphalisme. Déjà qu'il avait une voix assez martiale. C'étaient les 5 minutes d'actualité. Gilles Talibani évoqua la politique intérieure israélienne, avec un luxe de détails que seuls les connaisseurs pouvaient apprécier. On aurait dit un bulletin d'information officiel. Tout ce que faisait le gouvernement israélien était évidemment approuvé. Le vénérable termina sur l'excellence des relations franco-israéliennes. Le président de la République fut salué comme un visionnaire. La France avait abandonné sa politique arabe. Une attitude digne de la patrie des droits de l'homme. Youssef El Kouen fut sur le point de demander la parole, prétexter un malaise soudain, et partir. Mais ce serait inquiéter inutilement son ami. Et Talibani se serait fait une joie de le dénigrer dans leur propre atelier. On pourrait même le taxer d'antisémite. Au train où allaient les choses, il se prépara mentalement à affronter la suite. Se faire une idée exhaustive de ce qui se tramait ici. Vérifier les rumeurs. Lui-même n'avait pas voulu y croire. Au Grand Orient, pourtant, il se trouvait bien dans une loge ethniquement pure, politiquement orientée, et dont le nom prêtait à sourire. Le vénérable annonça la lecture d'une planche. Le maître des cérémonies alla quérir le conférencier, et le guida vers le plateau de l'orateur. C'était un homme d'une 60aine d'années, à l'apparence affable, presque frêle. Il faisait office de couvreur. Youssef en déduisit que ses fonctions précédentes avaient été importantes. De fait, Gilles Talibani l'accueillit avec beaucoup d'égards, rappelant son rôle essentiel dans la création de l'astre de la paix, ses 2 années de vénéralat, et son combat inlassable pour la défense de la communauté et la sécurité de l'Israël.
Il lui donna enfin la parole en rappelant le sujet de la planche compte-rendu du voyage en Israël. André Semama s'éclaircit la gorge, prononça la formule rituelle. Sa voix était plus assurée qu'on ne l'aurait pensé. Youssef prit ses aises, imitant la plupart des frères, croisa les jambes, se reposa sur l'accoudoir. Le souvenir lui revint en mémoire. Quelques mois auparavant, on avait fait lire un communiqué dans les loges, invitant les frères et leurs amis à participer à ce voyage. Talibani avait alors ajouté un commentaire de son cru, qui prenait ce soir tout son sens. Ce voyage est déjà le 3e que nous organisons, commença André Semama, l'air satisfait. L'idée paraissait une gageure. La loge était fondée depuis à peine 2 ans. Nous cherchions le moyen de faire participer des frères et des sœurs de différentes obédiences, ainsi que des profanes, à notre engagement pour la paix. Et voyez, nous sommes passés de 40 à 150 participants. L'année prochaine, nous espérons être plus de 200. C'était essentiellement un voyage d'études, dans le sens noble du terme. Les attaques entendues ici ou là ne méritent pas d'être relevées. D'ailleurs, le quart environ des participants n'étaient pas juifs. Des critiques furent exprimées. Nous avons eu des discussions ouvertes, avec des personnalités d'horizons divers, et même de gauche. Nous n'avons qu'un seul parti pris, celui de la paix. N'en déplaise à nos détracteurs, qui préfèrent s'enfermer dans une logique de conflit. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé cette loge, où toutes les opinions peuvent s'exprimer, je veux dire les opinions qui réfutent l'extrémisme et militent pour la coexistence. Pourquoi un voyage organisé? Rien ne vaut une visite sur le terrain. Les médias français, à la recherche de sensationnel, montrent une réalité tronquée. Je ne dis pas fausse. Mais à force de ne voir que des militaires lourdement armés d'un côté, et des enfants avec des pierres de l'autre, on aboutit à une vision manichéenne. Or la réalité est plus complexe. Tout État a le devoir d'assurer la sécurité de ses citoyens. Longtemps Israël fut menacé de destruction. Et cette menace n'a pas totalement disparu. Je vous en donne un exemple. On nous a fait visiter la barrière de sécurité. C'est une vision terrible pour nous, qui vivons dans un monde pacifié depuis des décennies. On imagine aisément les difficultés, voire les drames, que subissent les Palestiniens. Ces aspects n'ont pas été éludés. Nos accompagnateurs ont été soumis à un feu nourri de questions. Mais les participants ont compris aussi les besoins sécuritaires d'Israël. Grâce à la barrière, les attentats suicides ont diminué de 98%. André Semama marqua une pause, jeta un regard circulaire, but quelques gorgées. Plusieurs frères dodelinaient béatement. Youssef reconnaissait au conférencier une dose de mauvaise foi habilement travestie. Il changea de position, s'appuya sur l'autre accoudoir. Notre groupe, reprit Semama, s'est aussi rendu à Bethléem. Nous y avons rencontré des Palestiniens modérés, musulmans et chrétiens. Car la majorité des Palestiniens souhaitent vivre en paix avec Israël. À côté d'Israël, nous avons essayé d'établir un dialogue, de jeter les bases d'une réconciliation. Car la guerre, en fin de compte, n'est souvent que le résultat d'une incompréhension entre les peuples. El Kouen faillit glisser de l'accoudoir d'une méfiance entretenue par les extrémistes. Il faut chercher à comprendre l'autre, rétablir des voies de communication, organiser des événements communs. Ainsi, les conditions d'une vraie paix seront réunies, une paix durable, la paix des cœurs. Le plus bel exemple nous a été fourni par Jérusalem. Quelle émotion! Nous avions la chair de poule. Voilà une ville unie, réunifiée, pour le bien de tous, où les 3 grandes religions monothéistes coexistent dans l'égalité et la liberté. Nous avions conscience d'assister à la marche de l'histoire qui se fait, et qui lie 2 peuples meurtris. La paix est un processus difficile mais irréversible. C'est ce message d'espoir que nous avons voulu rapporter, et que chaque participant s'est engagé à diffuser. La paix, c'est aussi notre idéal. Notre loge, qui en porte le nom, en a fait sa mission principale. J'ai dit, vénérable maître. On aurait pu entendre les applaudissements imaginaires, tant les visages exprimaient une approbation enthousiaste.
Youssef s'étonnait presque de s'être tenu. Une entorse au rituel ne les aurait pas gênés. Lui-même applaudissait mentalement la prestation. Mais pour d'autres raisons, il en était encore soufflé. Quelle belle leçon de démagogie. Les Arabes en avaient encore beaucoup à apprendre. Et de plus, le conférencier se montrait d'une modestie touchante. Il n'avait fait qu'apporter sa petite pierre. Ses références à la paix résonnaient encore d'une sincérité poignante. Mon très cher frère André, dit Talibani, une fois l'exaltation quelque peu apaisée, un grand merci pour ce magnifique compte-rendu. Tu as su, comme toujours, faire preuve d'une objectivité remarquable. Dans ta bouche, la paix redevient un objectif accessible. Il faudrait qu'il y ait, de part et d'autre, plus d'hommes de bonne volonté. Et des initiatives courageuses. J'ai d'ailleurs donné mon accord, au nom de notre atelier, pour soutenir une prochaine rencontre sportive entre de jeunes Israéliens et Palestiniens. Nous en reparlerons. J'ai participé à ce voyage l'année dernière. Je sais à quel point il est important. Il en faudrait plusieurs comme ça chaque année, pour consolider le désir de paix. Mais nous sommes sur la bonne voie. La parole circule. Il y a généralement un silence entre le coup de maillet autorisant la circulation de la parole et la première demande. Mais là, plusieurs mains se levèrent d'un coup. L'impatience préfigurait la nature des interventions. Youssef les guettait avec appréhension. La désillusion était trop attendue pour qu'il se hérissât. Toutes les interventions allaient dans le même sens. Ceux qui avaient fait le voyage dressaient un tableau dithyrambique. Un peuple dynamique, solidaire et pacifique. Tous les secteurs de la société, de l'éducation à la santé, en passant par l'environnement et l'habitat, étaient d'un niveau hors du commun. Et cela dans un climat méditerranéen, avec des plages paradisiaques. El Kouen s'interrogeait sur ce qui les retenait dans leur patrie légale. Posséder les clés du paradis, et rester au dehors, ce n'était pas le moindre des paradoxes du peuple élu plus grand que s'il demandait la parole, aurait-il l'outrecuidance de s'en moquer fraternellement. Le temple risquait de prendre des allures de fosse au lion. Il venait justement d'enseigner ce chapitre à ses élèves. Il pourrait dorénavant en élargir le sens. La surenchère gagnait du terrain. Il rongeait son frein, ressassant ses arguments. On était déjà sorti du cadre de la planche. Les intervenants défendaient le bon droit d'Israël, partout, tout le temps. Seuls les médias s'acharnaient, pour des raisons évidentes, sur cette petite démocratie entourée de dictatures sanguinaires. Même le frère arabe y alla de sa contribution, mielleux et grandiloquent, avec son accent bien typé, entraînant des hochements de tête approbateurs, et des sourires condescendants. Devant cette ferveur grandissante, El Kouen se demandait s'il n'allait pas entonner l'hymne israélien. Peut-être pendant la chaîne d'union. Il serait beau à voir, l'arabe, encadré fermement par deux sionistes. Là, promis juré, il couvrirait le temple. Le vénérable était aux anges. Youssef ne l'avait jamais vu aussi radieux. Sa fonction y entrait sûrement pour quelque chose. C'était un homme grand, bien bâti, la quarantaine dynamique, les cheveux noirs soigneusement coiffés. Il dégageait une autorité naturelle. Dans leur loge pourtant, France unie, il semblait souvent sur ses gardes, traquant la moindre remarque équivoque. Les accusations d'antisémitisme n'étaient jamais bien loin, et toutes les manifestations de sympathie ne le contentaient que partiellement. Son regard gardait une nuance de défiance. Il attendait le dérapage qui ne venait pas, mais c'était tout comme. El Kouen lui trouvait des circonstances atténuantes. À lui comme à ses coreligionnaires. Ils avaient beaucoup souffert, mais tout de même, la balance penchait nettement en leur faveur. Les Juifs occupaient désormais une place de choix. Des sympathies au plus haut niveau de l'État. Le gratin de la République au garde-à-vous au dîner annuel du CRIF. Au point de développer un sentiment d'impunité empreint d'arrogance, et de vouloir réduire au silence les critiques d'Israël, en les assimilant aux pires antisémites. Il suffisait de le voir, Talibani jubilait. Encore une manœuvre réussie contre les ennemis d'Israël. Euphorique, il annonça presque avec regret, encore une ou deux interventions. Youssef avait l'impression que le vénérable le défiait, comme s'il l'avait démasqué. Alors sa main droite jaillit comme un ressort. Il se fit un silence hostile.
agréable maître et vous tous mes frères et mes sœurs en vos grades et qualités. J'ai écouté attentivement la planche. Elle ne manque pas d'intérêt. Il serait difficile de revenir point par point. Je voudrais soulever une seule question. Et c'est le point de vue de l'historien. Les conflits ne relèvent pas des sentiments. C'est plus profond et plus concret. Le conflit israélo-palestinien ne repose pas que sur l'incompréhension entre deux peuples. Youssef fixait obstinément l'Orient, ignorant les regards chargés d'antipathie. À la base, il y a l'occupation et la colonisation, et le refus d'Israël de laisser les Palestiniens avoir leur État. La méfiance et l'incompréhension en sont la conséquence. Or la planche semble ignorer cet élément fondamental, des grognements sourds lui parvenaient. Il raffermit sa voix. Tous les conflits coloniaux ont eu plus ou moins la même configuration, et ne se sont réglés qu'avec l'indépendance des peuples dominés. Entretenir l'illusion d'une solution fondée sur la bonne volonté, en ignorant la réalité, ne fera qu'aggraver l'impasse, et le prix à payer pour la paix sera encore plus lourd. J'ai dit, vénérable maître. El Kohen se rassit, le regard rivé au sol. Les grondements se propageaient, il sentait leur envie d'en découdre. Le vénérable laissait faire, avec complaisance. Enfin il déclara. Mon frère, je te connais depuis quelques années. Nous appartenons à la même loge. Je connais tes compétences professionnelles. Tu nous as fait des planches d'une grande qualité. Nous sommes hélas confrontés à une situation douloureuse, surtout pour nous qui sommes originaires d'Afrique du Nord, et qui gardons le souvenir d'une coexistence multiconfessionnelle. Vois-tu, c'est cette communion que nous voulons retrouver. Si nous avons fondé cette loge, et je suis heureux que tu aies pu la découvrir, c'est pour établir un lieu de dialogue et de rapprochement, dans un esprit de bonne volonté. Ce n'est pas un lieu de confrontation, où chacun vient avec ses convictions. C'est ainsi que nous réussirons. La paix est à la base de notre engagement. Je ne doute pas de ta sincérité, mais tu comprendras que les considérations purement politiques ne sont pas bienvenues dans ce temple. C'est un principe général d'ailleurs, car nous devons nous élever dans un esprit de concorde et de fraternité. Réquisitoire implacable. Dans une arène surchauffée, El Kohen imaginait les clameurs vengeresses, les pouces tournés vers le bas. Que s'était-il imaginé? Qu'il suffisait de rappeler les principes du droit international et les leçons de l'histoire. On l'avait bien remis à sa place. Il se sentait impuissant. Le vénérable avait clos la circulation de la parole. Il n'avait qu'une hâte, que ça finisse. Il fit le mort, se levant et se rasseyant, se mettant à l'ordre, tapant dans ses mains, criant « Liberté, égalité, fraternité », mécaniquement, dans un état second, le regard absent. Ce n'était pas tant l'humiliation. Il était désespéré qu'on en fût là. Les paramètres du conflit semblaient évidents. La solution raisonnable découlait de source. Lui substituer un antagonisme ethnico-religieux le rendait quasiment insoluble. Ce ne pouvait être le fruit du hasard. L'adversaire était d'un machiavélisme redoutable. El Kohen souffla. Il n'y eut pas de chaîne d'union. Pas de promiscuité hostile. On aurait pu lui broyer les mains. Mais il ne saurait rien à propos de l'hymne israélien. Les visiteurs présentèrent les salutations fraternelles de leurs loges respectives. Il marmonna les siennes, en maudissant cette obligation. Il tendit machinalement la main droite, balbutia le serment du secret. C'était vraiment la fin. Les participants se délestaient de leur décor, se congratulaient, s'embrassaient. Le cercle autour de lui s'élargissait. On l'évitait comme un pestiféré. Florence se rapprocha, sobrement élégante, en pantalon clair et chemisier bleu. Son sourire dissimulait une vague inquiétude. « J'ai pas envie de rester aux agapes. C'est pas grave, tu es fatigué. Pas vraiment, ce serait trop long à expliquer. Je t'accompagne, pas la peine, reste avec Martine. » Elle essayait de deviner les raisons de ce revirement. Son amie avait la tête des mauvais jours. Elle connaissait sa propension à la solitude. Il ne servait à rien d'insister. Elle serra furtivement sa main. Le vénérable déboula à ce moment-là, et fit semblant de ne pas l'avoir remarqué. « J'espère que vous restez aux agapes. Vous êtes nos invités, bien entendu. »« Je reste avec mon ami, » répondit Florence. « Notre frère ne se sent pas bien. Il doit rentrer. » Oh, comme c'est dommage. Youssef faisait des efforts. La coupe débordait.
Il s'appliquait à ranger sa serviette. Une sensation déplaisante lui fit tourner la tête. Le frère arabe le fixait d'un air méchant. Il choisit la fuite. Se rendre à l'ambassade d'Israël le remplissait d'une grande fierté. À peine sorti du taxi, il bombait le torse, levait les yeux vers le bâtiment et le drapeau. L'émotion l'étreignait. C'était plus fort que lui. Le déploiement de force le comblait particulièrement. C'était la marque d'une nation puissante. Mais son bonheur ne connaissait plus de limites lorsqu'il atteignait les contrôles de sécurité. On le reconnaissait. Gilles Talibani sortait rarement le laissez-passer. On l'accueillait avec des exclamations en hébreu, et des clins d'œil complices. Les barrières s'ouvraient facilement, et lorsqu'on lui remettait le badge intérieur, il avait le sentiment de se retrouver chez lui. Définitivement chez lui. Il n'avait plus besoin de se surveiller. Pas comme partout ailleurs. S'ouvrait facilement, et lorsqu'on lui remettait le badge intérieur, il avait le sentiment de se retrouver chez lui. Définitivement chez lui. Il n'avait plus besoin de se surveiller. Pas comme partout ailleurs, même au Grand Orient. Difficile de savoir réellement ce que les frères avaient dans le ventre. Ici, il n'y avait que des juifs. Et quels juifs? La crème de l'État juif. Ces agents dévoués, des individus entiers, et sans fioritures, déterminés et rugueux, avec l'arrogance de ceux qui ne doutent ni de leur force ni de leurs droits. Ensemble ils recréaient une société miniature dans laquelle les différences s'estompaient. Simples employés ou diplomates chevronnés. Plus de séfarades ni d'ashkénazes. Dans cette bulle protectrice, ils formaient un bloc soudé, homogène, une forteresse dans le monde et contre lui. Là ils pouvaient se livrer sans inhibition. On forçait sur l'exubérance. Ils oubliaient le pays d'accueil. Chacun laissait derrière soi un environnement jugé hostile. Le monde entier leur était défavorable. Personne ne les comprenait vraiment. Même les Américains, au fond. Et malgré les marques exagérées de sympathie, ils se méfiaient des Européens, autrefois nationalistes et cyniques, aujourd'hui lâches et pacifistes, prêts à se faire avaler par des hordes barbares. Toute sortie à Paris les accablait. Les foules bigarrées, les couples mixtes, la décadence et l'hédonisme. L'Europe allait à sa perte. Eux se battaient pour conserver leur pureté, et incidemment pour la sauvegarde de l'Occident. Peut-être en vain. Le travail à l'ambassade constituait un ressourcement. Le combat reprenait du sens. Cette atmosphère faisait presque disparaître les tensions inhérentes aux relations professionnelles. Gilles oubliait aussi son propre environnement, et l'identité qui lui collait à la peau. Ici il l'exhibait fièrement, sans s'inquiéter à chaque instant de l'opinion d'autrui ni des regards inquisiteurs. En dehors d'îlots rassurant la famille où les associations juives le quotidien ne lui offraient que des motifs d'insatisfaction, antisémitisme rampant et dénigrement d'Israël. De toute façon, la France ne lui inspirait plus confiance. L'islam gagnait inexorablement du terrain. Il imaginait le pire. Une dernière bouffée d'inquiétude avant d'arriver à l'ambassade. Comme pour marquer le passage de l'ombre à la lumière. Dans le taxi, il ne manquait pas de s'interroger sur la personnalité du chauffeur. Avait-il percé son identité? Le comble était de voir certains objets de culte musulmans, chapelets ou Coran miniature, se balançant en haut du pare-brise. À l'intérieur, il dépassait le statut de visiteur pour intégrer le camp des maîtres des lieux. Il ne se voyait pas comme les autres juifs, que les Israéliens considèrent avec une aimable condescendance, vu leur entêtement à jouir des délices de la diaspora. Ces juifs français leur étaient certes utiles, et il ne manquait pas une seule occasion d'exploiter leur patriotisme, mais le complexe de supériorité, même modulé, semblait être leur seconde nature. Talibani n'avait pas usurpé son statut. Ce n'était pas seulement ses états de service actuels. Il avait rejoint, en volontaire, l'élite guerrière, la matrice qui fabriquait le nouvel homme israélien, sûr de lui et conquérant, pétri d'audace et d'abnégation, et qui vengeait 2 millénaires d'humiliation. À 19 ans, il s'était engagé à Tsahal, pour 3 années pleines, et avait fini avec un profil élevé. Quoi qu'il arrive, il était des leurs. Uri Sulitzer ne pouvait le recevoir immédiatement. Un rendez-vous inopiné.
On lui transmit le message avec l'expression de connivence réservée aux initiés. Il y avait un pool de 3 secrétaires. Gilles s'assit à la table de la première assistante. C'était une femme dans la quarantaine, sérieuse et appliquée, qui suscitait la compassion. Le statut de divorcé n'est jamais facile à porter. On lui apporta du café. Il alluma un cigarillo en soufflant bruyamment. C'était agréable d'ignorer la loi. De toute façon, il y avait l'immunité diplomatique. Les 2 autres secrétaires s'agitaient allègrement. Jeunes et désirables, la poitrine provocante, le clin d'œil facile, elles emplissaient l'atmosphère d'un parfum de sensualité. Il se sentit nostalgique de sa période militaire, et de quelques aventures. Mais il se ressaisit en s'interdisant toute pensée charnelle. Il formait une grande famille, et c'eût été touché à quelque chose de sacré. Malgré son détachement affecté, et dans l'ignorance de ses beaux sentiments, elles poursuivirent leur petit jeu. La porte s'ouvrit brusquement, et ce fut comme un ouragan. Avec une exclamation tonitruante, Sulitzer attira Talibani dans ses bras. Il était moins grand mais plus rond. Les cheveux frisés, les yeux pétillants. Il portait une cravate sur une chemise bleue. Les secrétaires roucoulaient devant tant d'amitié virile. Il commanda du café à l'une des 2 jeunes filles, en la complimentant exagérément. Le bureau était grand, décoré comme un musée. Des photographies racontaient l'histoire du pays, depuis l'époque mythique des pionniers, les grandes victoires militaires, et les dirigeants charismatiques. Une partie était réservée à l'actualité culturelle, avec un accent particulier sur le cinéma et la littérature. Affiches de films, portraits d'écrivains, salons et festivals. De nombreux petits drapeaux parachevaient la touche patriotique. Malgré ces nombreuses visites, Gilles ressentait à chaque fois une émotion particulière, proche de la chair de poule. Il ne savait plus où donner de la tête. Les pionniers au regard brûlant, la peau tannée par le soleil, le fusil dans une main, l'autre enfonçant la charrue dans un sol rocailleux. Ou les jeunes femmes en short, pulpeuses et innocentes. Ou le visage de prophète de Ben Gourion. Ou l'expression victorieuse du général Borgne. En y pénétrant la première fois, il y avait un autre attaché culturel, les mots lui restèrent dans la gorge lorsqu'on sollicita sa collaboration. Il eut honte de laisser croire à une hésitation. Uri le laissa à sa contemplation. Le bureau faisait presque toujours la même impression sur les visiteurs. Il rendit hommage au premier diplomate recruteur. Est-ce les fronts, c'est eux ou nous? Le diplomate appréciait son côté entier. Si tous les juifs étaient comme lui. Et si on pouvait trouver une astuce pour leur faire leur service militaire en Israël? Je le lui ai fait comprendre, évidemment. Il avait peur pour sa crédibilité. Je lui ai garanti une discrétion absolue. Il m'a cru. C'est tout de même un de nos points forts. Notre politique commence à payer. Il faut agir partout, là où c'est possible. C'est pour cela que je l'ai reçu tout de suite. À sa convenance. Désolé pour le retard. Penses-tu? Entre nous, je sacrifierais volontiers une journée pour un tel résultat. Tu es un vrai patriote. Gilles se rengorgea. Il alluma un nouveau cigarillo, leva les yeux vers quelques figures transcendantes, les prenant à témoin de son dévouement. Tout en gardant la réserve de circonstance. Uri en profita. C'est MST qui nous a mis en contact. Ah, il perçut toutes les ambiguïtés contenues dans l'exclamation. J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est pas vraiment ça. Gilles, entre Golanis, jouons le franc. Ok, c'est vrai, on ne l'apprécie pas chez nous. Et même, on s'en méfie. D'abord, il fait plutôt goy. Sa femme, ses relations, son style de vie. Qu'a-t-il de réellement juif? Mais ce sont surtout ses opinions qui nous choquent. Toujours à parler d'État palestinien et de territoires occupés. Ça finit par créer un trouble. Il se dit de gauche. Mais c'est pas une raison. Claude Archokovitch aussi est de gauche. Mais il défend Israël sans complexe. Quel bel édito il a écrit dimanche dans le JDD. Les juifs orientaux sont trop intransigeants, et manquent de subtilité, pensa Sulitzer. Ils sont plus sionistes que nous. Mon cher, dit-il d'un ton confidentiel,
État palestinien plus grand que ne veut rien dire. C'est une formule sans portée réelle. Même Sharon l'a répété des dizaines de fois. Tout le monde feint d'y croire. Y compris les Palestiniens. Ça fait durer les négociations. 20 ans déjà. Un jour, on leur laissera une espèce d'État croupion dont on contrôlera l'essentiel. Sais-tu ce qu'est un État croupion ? Il lui donna quelques exemples. Gilles n'était qu'à moitié rassuré. Pourquoi alors évoquer les territoires occupés ? Mais parce qu'ils le sont. Sulitzer éclata de rire. Et ils le sont de plus en plus. On va rien leur laisser, à ces bâtards. Talibani eut un rictus complaisant. Ils garderont quelques villes dont ils ne pourront jamais sortir. Seulement, il faut reconnaître qu'il y a un problème. D'où les incantations. Nos meilleurs alliés évoquent aussi les territoires occupés. Mais ils laissent faire. Les multinationales y investissent déjà. Le tramway du Grand Jérusalem est construit par une société française. On ne mentionnera plus le partage de la ville. Les grands blocs de peuplement nous reviendront de droit. Nous installons des faits accomplis, irréversibles. Mais alors, les juifs de gauche. Non, il faut faire la distinction. Parmi eux, il y a de vrais sionistes, et des gens comme Théocline. Ah, ce fils de pute. Tu vois, ta réaction est symptomatique. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Gilles hochait la tête d'un air entendu. J'irai plus loin, reprit le diplomate, MST nous est d'une importance capitale. Il vaut plus qu'une centaine de sayanim. Gilles faillit s'étouffer avec la fumée. Et oui, il couvre pour nous une grande partie du terrain à gauche. Comme il critique Israël, sa parole est prise au sérieux. Ainsi il peut faire passer nos intérêts dans pas mal de médias. Un exemple, Canal+ passe pour être branché et de gauche. Eh bien, il a réussi à mettre une partie de la rédaction dans sa poche. La même chose avec Charlie Hebdo. En plus, cet homme a des réseaux incroyables, dans les milieux les plus influents, en Europe, en Amérique. Il peut appeler Sarkozy quand il veut, ou le roi du Maroc, ou le président de la Commission européenne. Alors, ces critiques, il faut les goûter comme du miel. Alors, vive MST, et que Dieu le bénisse, il a intérêt. Ils rirent de bon cœur, échangèrent quelques blagues typiques des militaires. Sulitzer éprouvait une complicité particulière avec son visiteur. Le lien qui les unissait était unique. Il voulut lui faire une fleur, mais au-delà des tuyaux crevés qu'on lance aux sayanim méritants, pour leur procurer à bon compte un frisson d'aventure. Je vais te faire une confidence. Puis sur un ton sérieux, foi de Golani plus grand que. Jusqu'à la mort, lança Talibani avec émotion. MST a des relations spéciales avec le Mossad. C'est le Mossad qui a assuré sa protection au Pakistan, lorsqu'il a fait son enquête sur le journaliste américain assassiné. Sinon il ne serait pas allé. C'est trop dangereux. Aucun autre service secret n'aurait été capable de le protéger. Gilles le regarda un moment bouche bée, puis détourna le regard vers les photographies. Il ne lui semblait pas convenable de montrer ses sentiments. Quel monde étrange. Il avait déjà bénéficié de quelques confidences, ces petits secrets croustillants, mais anodins, qui vous introduisent dans le cercle des initiés. Mais la révélation sur MST était d'une autre nature. Pour la première fois, il saisissait la complexité des connexions occultes, et les illusions dans lesquelles vit le commun des mortels. Il détenait une bombe, mais paradoxalement, elle soulignait son rôle insignifiant dans cette immense partie d'échecs. Ainsi que les nouvelles responsabilités auxquelles il n'avait jamais été confronté. Comment mener le double jeu sans se trahir, ni trahir la confiance de son ami. C'est que MST, en plus de la méfiance qu'il provoquait, faisait l'objet de plaisanteries douteuses. On moquait ses chemises blanches échancrées, ses manières de dandy, son intellectualisme abscon. En cercle restreint et il en eut honte, on le traitait même de pédé. Il ne le pourrait plus. MST était désormais une idole intouchable. Mais comment le défendre sans susciter la suspicion de ses amis? Sulitzer était content de son effet. Il lisait dans l'esprit de Talibani comme dans un livre ouvert. Les Orientaux l'étonneraient toujours. Quel que soit leur rang, ils embarquaient avec un enthousiasme bon enfant,
et se laisser gentiment manipuler au nom de l'idéal. Alors que le visiteur précédent Ashkénaze lui avait donné du fil à retordre. Et on pouvait les mettre dans la poche avec une révélation croustillante. Mais Gilles sortait exceptionnellement du lot, moins pour ses qualités intrinsèques que pour son engagement dans Tsahal. Surtout qu'il avait appartenu, comme lui, au Bolanis, ce corps d'élite aux exploits légendaires. Cela les liait pour la vie. Quand il s'en rappelait, Uri le considérait autrement, et lui témoignait un grand respect. Dans un sens, il le respectait plus que les autres Sayanim, et en particulier ce playboy qui s'était engagé à 40 ans dans les gardes des frontières, pour quelques mois, le temps d'écrire un livre et d'apparaître en uniforme sur la couverture. On avait dû mobiliser plusieurs services pour lui épargner toutes mes aventures. Mais la famille Kaiserfeld rendait tant de services à Israël. Le diplomate le voyait empêtré dans ses réflexions. La connaissance est un honneur et un fardeau. Mais il en attendait quelques changements. Il lui semblait incroyable qu'un homme de la trempe de MST fût perçu avec méfiance, même par des juifs francs-maçons. Le moment n'était plus à ses futilités. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles. Le boss est content du travail des Sayanim français. Le boss, le grand, Meir, balbutia Gilles, étranglé par l'émotion. Eh oui, Meir dégaine himself. Merci, quel honneur. Et notre ministère des Affaires étrangères a beaucoup apprécié le voyage du groupe. Le courant est vraiment passé avec les participants. Les frères en seront ravis. Quelle heureuse initiative. Talibani faisait des efforts pour se calmer. La simple évocation du chef du Mossad le mettait en transe. Nous ferons mieux l'année prochaine. C'est la preuve que l'activisme paye. Il faudrait créer une loge comme la tienne dans les autres obédiences. Qu'en pensais-tu? Bonne idée. Parmi nos visiteurs, nous avons noté quelques frères et sœurs susceptibles de les constituer. De mon côté, je vais contacter tous les Sayanim francs-maçons. Quelques-uns sont dans les instances dirigeantes. Ah, ce sera extraordinaire. Nous pourrions alors organiser des colloques interobédientiels sur Israël et la paix, loin des discours extrémistes. Génial. On pourrait associer le BN à Hybrid. Sulitzer fit semblant de réfléchir, ne voulant pas doucher l'enthousiasme de son visiteur. Plus tard peut-être, si les conditions le permettent. Pour le moment, il vaut mieux laisser le BN à Hybrid hors de tout cela. Nos ennemis n'attendent qu'un prétexte pour renouveler leurs accusations. Tu as raison, admit facilement Talibani. Il commanda du café. Ils le dégustèrent en fumant. L'euphorie de Talibani semblait intacte. Tellement acquis à la cause qu'il ne se formalisait de rien. Le diplomate n'eut pas besoin d'expliquer les tenants et les aboutissants. Sinon, dans ta loge. Tout va bien, on s'agrandit. Il y a une bonne ambiance. On est entre nous, c'est super. Il n'y a rien qui te turlupine. Gilles n'y pensait vraiment pas. Pourtant son hôte avait eu l'intuition de quelque chose. Déjà au moment où il l'avait appelé pour prendre rendez-vous. Ah oui, nous avons eu la visite d'un frère arabe. Je le connais bien, il fait partie de mon atelier. C'est un prof d'histoire. L'arabe évolué, a priori. On faisait justement le compte-rendu du voyage en Israël. Aucune fausse note jusqu'à ce qu'il intervienne. Je l'ai remis à sa place, mais il nous a cassé un peu l'ambiance. Mais en quoi ça te tracasse? Je ne sais pas au juste. Peut-être la raison même de sa visite. Était-il là par hasard, ou en service commandé? Tu crains qu'il veuille devenir membre de la loge? Aucune chance. Toute initiation d'un profane, ou toute affiliation d'un frère, est soumise à un vote. Il suffit de la bloquer. Au risque de relancer l'accusation de communautarisme. Nous avons trouvé la parade. Je t'ai déjà parlé du frère arabe qui est avec nous. Ahmed Sidawi. Plus sioniste que lui, tu meurs. Il a fait le voyage d'Israël l'année dernière. Il intervient dans les radios juives, participe au salon du livre du Bena Hybrid. C'est notre caution. On lui a donné un coup de main pour faire publier son livre chez Grasset. Il nous est tellement reconnaissant. Il est sûr à 100%. Tu sais, avec les Arabes. Enfin, jusqu'à présent, il joue son rôle à la perfection, parfois il en fait trop. Il lui arrive de mettre une kippa pendant les agapes. Ça nous fait doucement rigoler. Sulitzer se régalait.
La scène devait être d'un grand comique. Et l'autre arabe? Comment s'appelle-t-il? Youssef El-Kouen. Supposons qu'il soit venu avec des intentions malveillantes. Que peut-il se passer? Accentuer la propagande contre notre loge. Mais on peut y parer. Le pire, à mon avis, serait que des francs-maçons arabes fassent de même, créer une loge arabe dédiée à la cause palestinienne. Ce serait embêtant. D'autant plus qu'à la rue Puteaux, siège de la Grande Loge, il y a une loge avec une majorité de Maghrébins, Abdelkader elle s'appelle. Elle devient assez active dans ce domaine. Il regrettait d'avoir négligé cette éventualité. Il fallait la tuer dans l'œuf si une telle loge se créait, c'en serait fini de leur plus petit que monopole chez les francs-maçons. Un combat à armes égales finit par se neutraliser. Je vais tout de suite alerter un Sayan, conseiller de l'ordre au beau. Gilles attendit en vain quelques révélations. Peux-tu m'envoyer un CV de ce frère, El-Kouen? Il s'excitait. Vas-tu le faire surveiller? À ce stade, ce n'est pas nécessaire. Nous avons suffisamment de connexions. Si ton arabe fait le malin, on trouvera bien un moyen de le contrer. Et si d'autres veulent monter une loge, on leur mettra des bâtons dans les roues. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ce genre de discours le mettait dans un état d'extase. Et Sulitzer ne manquait pas d'en rajouter. Il se représentait une armée de l'ombre, aux ramifications tentaculaires, capable d'atteindre n'importe quelle cible dans le monde. Avec une efficacité redoutable, son seul nom procurait un frisson irrépressible. Mais, quelle fierté d'imaginer la mise en branle de cette puissante machine, grâce tout de même à ces informations. Bientôt, des agents très spéciaux allaient s'occuper réduire au silence. En guerre, malheur aux vaincus, de ces troubles faits. Ah, qu'il aimerait savoir. Il allait surveiller de près El-Kouen, ou rendre visite à la loge Abdelkader. En cadet, plus petit que incident, il saurait que le Mossad avait frappé. Sulitzer le regardait avec un léger sourire. Pour le visiteur, ils étaient sur la même longueur d'onde. Il lança le cri de guerre des Golanis. Le diplomate consulta sa montre. Mais Gilles voulait encore rester. Il y a autre chose qui me déplaît à propos de ce frère arabe, dit-il précipitamment. Son interlocuteur prit une attitude complaisante. Voilà, l'autre soir, il était accompagné de 2 sœurs, dont une jolie blonde aux yeux bleus. Certains détails me donnent à penser qu'ils sortent ensemble. Or elle s'appelle Meyer. Elle est probablement d'origine juive. J'ai essayé d'en savoir davantage pendant les agapes, mais il y avait beaucoup de monde, et elle avait l'air de s'en foutre. Et Louis. Il n'était même pas là. Il a pris la poudre d'escampette. C'était trop pour lui de partager des agapes avec des juifs. Tout pareil, ils ont beau se dire progressistes. Mais eux, faut pas toucher à leurs femmes. Uri Sulitzer se marrait intérieurement. Ces orientaux, tous les mêmes, juifs et arabes, surtout s'agissant des femmes, s'ils ne l'arrêtaient pas maintenant, ils en auraient pour un bon moment. De toute façon, il n'y coupera pas. Il se leva. Gilles ravala sa déception. Le diplomate le raccompagna avec beaucoup d'égards. Florence Meyer entreprit d'abord le tour de tous les étalages. C'était comme un rituel, même si elle ne devait acheter que quelques fruits. Les sollicitations fusaient, à choisir ou à goûter. Elle ralentissait mais sans s'arrêter, essayant de retenir les meilleurs choix. Une technique apprise auprès de Youssef. Les marchands avaient une faconde envahissante. Elle devait leur résister, tout en restant gracieuse. Malgré ses rares apparitions, certains commerçants se souvenaient d'elle, et la saluaient. Cela l'étonnait, mais lui faisait plaisir. Elle n'avait jamais connu ce genre de marché auparavant. Dans le 15e, tout était bien ordonné et polissé. On attendait son tour, et on se laissait servir. Il eût été inconcevable d'éplucher une clémentine et de la goûter. Et si le client était sollicité, c'était toujours sur un ton prévenant. Il n'y avait jamais de surenchère verbale et cacophonique. Florence trimbalait un couffin encore vide, et le balançait nonchalamment. Elle portait un pantalon fuseau clair, des baskets fines, et un blouson polaire beige foncé. Son bonnet noir laissait échapper quelques mèches blondes.
Une visite dans le 20e arrondissement lui faisait toujours le même effet. Surtout le trajet de la rue du Volga à la place de la Réunion. Un autre monde s'offrait à elle. Une réalité longtemps demeurée virtuelle, chargée de fantasmes. On plaquait volontiers la Goutte d'Or souvent sans y avoir mis les pieds à tous les quartiers réputés mélangés. Elle s'était imaginé vaguement des espèces de petites médinas, des marchés bariolés, et des foules bruyantes et compactes. La première nuit chez son amie, elle avait suggéré le taxi. Sa voiture n'était pas en état. La ligne 9 vers Montreuil avait éveillé une appréhension irrépressible, sans oser l'exprimer ouvertement. Comme il était compliqué d'atteindre sa rue, Youssef arrêta le taxi au croisement des rues d'Avron et des Pyrénées. C'était une belle soirée de printemps. Malgré l'heure tardive, il y avait du monde aux terrasses des cafés. Des musiques supportables s'en échappaient. L'atmosphère générale inclinait à la sérénité. Mais devant la rue étroite et sombre, et quelques jeunes traînassant à l'entrée de l'immeuble, elle ne put réprimer un mouvement de crainte. La main de Youssef la rassura. L'adaptation se fit très vite. Parfois, il s'asseyait à une terrasse avant de rentrer. Surtout après une tenue. En venant pour une nuit, Florence avait l'impression de voyager. Mais c'est surtout le marché du jeudi qui lui fit découvrir le quartier. Les commerces exotiques et la diversité des habitants. La symbiose apparente, l'absence d'agressivité, et des ruelles d'un charme désuet. Même sa blondeur semblait se fondre dans ce paysage éminemment coloré. Maintenant elle s'amusait des expressions ahuries, des interrogations muettes ou euphémiques, sur cette partie du 20e où elle se rendait, parfois seule le soir. Quelle inconscience, devait penser ami ou collègue. Tout ça pour un arabe, aurait pu ajouter d'autres. Elle ne leur en voulait pas spécialement. On n'échappe pas aussi facilement à ça. Condition. Elle-même aurait pu avoir pareille réaction quelques mois auparavant. Sans connotation péjorative, espérait-elle. D'ailleurs, combien de francs-maçons auraient besoin de descendre de leur piédestal rhétorique, et mettre en pratique leurs grands principes. Meyer s'arrêta enfin devant un étalage. Le commerçant lui offrit une clémentine. Une sensation délicieuse passa dans sa gorge. Les prix défiaient toute concurrence. Elle remplit un sac en plastique. Ils allaient être 4 pour le déjeuner. Youssef devait apporter un poulet rôti avec des pommes de terre. Florence prit à tout hasard 2 avocats, et retourna par le passage de la Providence, le couffin en mouvement. C'était une de ses préférées. Déjà le nom, sans voiture, des pavés, des arrière-cours, et la petite école de la Providence. Elle était aux anges lorsque le vacarme de la récréation l'accompagnait. C'était une matinée de novembre tout à fait acceptable. Pas trop froide, et le soleil ne désespérait pas de vaincre la brume. D'ouvrir l'appartement avec les clés de Youssef et de se retrouver là, toute seule, lui faisait une drôle d'impression. Elle posa le couffin, déambula sans but précis, évitant toute posture investigatrice. Elle craignait de basculer dans le voyeurisme, et les jugements tranchés. Il avait des goûts bien à lui. Elle entra dans la chambre à coucher, referma la fenêtre. L'air semblait plus respirable, malgré les traces de tabac froid. Un rapide tour d'horizon lui arracha une moue amusée. Elle retira le blouson et les baskets, s'affala sur le rocking chair. Une vieillerie d'anthologie. Le lit défait avec le plateau du petit-déjeuneur. Une commode et une armoire dépareillées. Une chaîne stéréo, des étagères bourrées de livres, et des revues à même le sol. Un tapis incertain, des photos de proches, et quelques reproductions assemblées au hasard, comme le tableau de Magritte, un classique, ou la mosquée de Jérusalem avec un dôme doré. Florence alluma la chaîne. Elle aurait pu se forcer et mettre un semblant d'ordre. Mais Youssef n'y tenait pas. Elle se laissa envelopper par la musique. C'était le même disque de jazz qui les avait accompagnés une partie de la nuit. Le saxophone tirait des complaintes langoureuses. Elle revivait les étreintes intenses, les halètements contrôlés, les rares mots doux. Le regard dans le vague, elle se balançait sur le rythme des mélodies. Elle se sentait bien, et cela l'étonnait presque. C'était une relation singulière, qui faisait son chemin depuis plus de 6 mois, au jour le jour. Elle tenait sans réelle perspective ni promesse même implicite. Sans qu'une toile ne se tisse, même à l'insu des amants,
comme la glissade irrésistible vers un autel symbolique. Non que cela fût son souhait. Bien au contraire, elle appréhendait en général ces moments où la relation bascule dans la permanence. L'approche de la trentaine n'y changeait rien. Elle n'avait jamais commis l'irréparable, lié son sort à celui d'un homme. Concrètement, renoncer à un chez-soi, partager son intimité, faire des compromis et rendre des comptes, aimer les mêmes activités, se coucher à la même heure. Bref, former une entité à deux têtes, et prétendre la diriger avec une volonté unifiée. Curieusement, les hommes craquaient en premier. Leur enthousiasme du début, il n'y a pas mieux que la liberté, j'en ai toujours rêvé, s'estompait devant sa détermination. Ils commençaient à douter, à appréhender la fin, et finissaient par pousser à plus de contraintes. Cela, Meyer l'avait expérimenté depuis son entrée à l'université. Ses parents lui avaient alors offert un studio dans le 15e. Son désir d'indépendance n'avait cessé depuis de se raffermir. Avec Youssef, elle n'avait décelé aucun de ces signes annonciateurs, comme s'il l'avait deviné, et ne voulait à aucun prix la contrarier. Elle n'avait même pas eu à l'insinuer. Ils se comprenaient. Leur relation avait gardé une réserve étonnante, avec des attentions renouvelées. Comme si la partie n'était jamais jouée. Il avait fallu qu'elle tombe sur un arabe. Le mot la fit sourire. Impossible d'y échapper. On ne pouvait l'utiliser ni l'entendre sans une once de malignité. En ce moment pourtant, elle y pensait avec une tendresse amusée. Et certaines associations la firent presque rire. Mais le temps s'étirait lentement. Le déjeuner était encore loin. Elle devait bouger, loin de son cadre de vie, et des activités familières. Florence se sentait confinée, comme un oiseau en cage. Elle se rhabilla, prit de la lecture, et descendit au café. Le spectacle de la rue l'accapara un moment. Toujours cette sensation de quartier exubérant mais pacifié, de petites gens vacants à leurs occupations. De nombreuses personnes sortaient du magasin discount tout proche, lourdement chargées. Des clients, bravant le froid, fumaient sur la terrasse. Elle ne pouvait tenir longtemps cette posture. À l'instar de plusieurs consommateurs, comme ceux du café d'en face, contemplant la rue d'un œil morne. Elle déplia le monde diplomatique à la page voulue. Avec sa prudence habituelle, Youssef lui avait indiqué l'article sur MST. Il hésitait souvent, connaissant ses inclinations. Florence n'avait jamais eu un intérêt prononcé pour la politique. Déjà la politique nationale, avec ses finasseries inextricables, l'ennuyait profondément. Elle votait, mais selon l'inspiration du moment. Alors, la politique étrangère, surtout présentée avec une austérité aussi décourageante. Elle avait grandi à l'époque de la grande désillusion. Droite et gauche avaient alterné, et montré plus d'appétit pour le pouvoir qu'une propension à la bonne gouvernance. Elle s'impliquait plutôt dans ce qu'elle aimait et professait. Assez gâtée par l'existence, fréquentant un milieu aisé et cultivé, Meyer aspirait à une vie pleine et harmonieuse. Dès l'université, et sans pouvoir se l'expliquer, les années 60 lui apparurent comme une époque bénie, culturellement intense, où élégance se conjuguait avec insouciance, au point d'en adopter les codes vestimentaires. Elle lut les premiers paragraphes. Les controverses aujourd'hui avaient un caractère féroce. À travers l'affaire Ciné, le dessinateur historique de Charlie Hebdo renvoyé pour des propos railleurs, l'article analysait l'appui de MST et de ses réseaux au magazine et en particulier à son directeur, Philippe Gall. Les raisons inavouables de cette implication massive, et la démesure des moyens mis en branle pour écraser un humoriste qui avait osé s'en prendre à un intouchable. Ce qui paraissait a priori une démonstration de force impressionnante, pouvait aussi révéler le symptôme d'un affaiblissement. La suite allait le prouver. Victoire au point pour Ciné. Le mythe se fissurait. Florence se rappelait comment, à la Sorbonne, cet intellectuel faisait craquer les filles. MST avait tout pour lui. Le charme, l'intelligence, le succès. Son regard de velours, ses éternelles chemises blanches, sa chevelure abondante, savamment négligée, et son débit impressionnant. Une fois, il avait donné une conférence dans le grand amphithéâtre.
On voulait le toucher comme une rockstar. Youssef y fut pour beaucoup. Les différences entre eux étaient éclatantes. La rencontre fortuite à la bibliothèque du Grand Orient, et la découverte de leur appartenance maçonnique, constituaient un ciment initial. Ils faisaient partie d'un monde à part, avec ses codes et ses mystères, et sa fascination ambiguë. Chacun se préservait, aucun ne voulait peser sur l'autre. Florence poursuivait ses sorties artistiques et ses escapades en Italie. Youssef rendait visite à ses parents le week-end en banlieue, sans renoncer à ses engagements politiques. Elle l'avait invité chez ses parents. Lui n'avait pas encore évoqué cette possibilité. Le déclic se fit à l'occasion d'une autre empoignade médiatique. Un sociologue au-dessus de tout soupçon avait osé un parallèle entre l'occupation israélienne et d'autres occupations historiques. MST lança immédiatement une pétition qui recueillit les soutiens habituels. Les grands journaux lui ouvrirent leurs colonnes. Il passa dans les émissions People. Canal+ l'invita à 5 reprises. On l'aurait presque imaginé en chevalier intrépide et sans reproche, en équipage blanc immaculé, chassant des ennemis malfaisants. Son argumentaire était aussi limpide, pour un non-initié, qu'une eau de source. Certes, il y avait une occupation israélienne, une anomalie qu'il déplorait, comme la majorité de la population israélienne. Prête à y renoncer contre une paix véritable. Mais la comparer à d'autres revenait à délégitimer l'existence d'Israël, et donc ouvrir la voie à un nouvel holocauste. C'était l'expression d'un antisémitisme historique et viscéral, qui n'osait pas dire son nom, ce même antisémitisme qui avait fait des ravages en Europe. Ces nouveaux antisémites ignoraient, ou feignaient d'ignorer, que l'armée juive était la plus morale du monde. Sur ce point en particulier, comme sur d'autres, Elie Wiesel, rescapé des camps de la mort, prix Nobel de la paix, figure universelle de l'humanisme juif, lui apporta un soutien sans réserve. Suivi par des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, des associations. L'avocat William Goldnave, président de France-Israël, qui dégainait l'arme de la plainte aussi vite qu'un héros de western, poursuivit le sociologue pour antisémitisme. L'affaire émut par ailleurs le monde maçonnique, lorsqu'on découvrit que l'accusé était un grand résistant, et vénérable maître d'une loge dont les positions humanistes étaient indéniables. Florence prit spontanément fait et cause pour MST. Certains mots avaient une résonance terrifiante. La famille de son père avait souffert de l'Holocauste. L'antisémitisme était une chose abjecte. Et puis l'intellectuel avait l'air si convaincant, et si séduisant. Tout ce beau monde qui le soutenait ne pouvait se tromper. Youssef se désolait de tant de naïveté. Le fossé était trop grand. Il n'aurait fait aucune tentative pour le réduire si Florence ne l'avait provoqué. Avec l'enthousiasme d'une jeune femme généreuse et sans malice, elle l'invita à signer la pétition. Il venait d'arriver chez elle. La table était mise, les chandelles allumées. Il admirait sa délicatesse et son goût. L'ordinateur affichait le site de soutien. Il secoua la tête d'un air navré. Son incompréhension fut aussi profonde que sincère. Alors il tenta de démonter les manipulations et les réseaux d'influence. Florence reprit sa lecture lorsque son téléphone vibra. Le salut sur toi, compagnon vaillant et galant. Quelle forme, t'es où, au muguet, bonne ambiance. Rien d'exceptionnel, quelques consommateurs plus ou moins amorphes. Il y a un de tes compatriotes qui ne me lâche pas des yeux, mais il reste dans son coin. En es-tu sûr? Je commence à les connaître. As-tu acheté des fruits? Des clémentines du Maroc, et des avocats? Merci, j'apporterai le poulet comme prévu. Il me reste un cours. J'arriverai peu après 12h30. Et les frères, vers 1h. Elle hésita un court instant. Dis-moi franchement, ma présence ne vous dérange pas? Pas du tout, on en a déjà parlé. Mais tes amis, je leur ai expliqué, il n'y a aucun inconvénient. C'est quand même une réunion de travail. Il y a d'abord le plaisir de se retrouver. Et on en profitera pour parler de l'affaire. D'ailleurs ton témoignage sera intéressant. Tu parles, je suis passé à côté. Justement, comment ils réussissent à mener leur machination sans éveiller les soupçons. La remarque n'était pas à son avantage, mais elle ne le soupçonna pas de mauvais esprit. Avez-vous déjà un plan?
Sincèrement, non. Je vais leur raconter ce qui s'est réellement passé. Il faudra faire des recherches sur l'historique de cette loge. À mon avis, elle a dû bénéficier d'une bonne dose de complaisance des instances supérieures. Tu n'avais pas évoqué la création d'une loge concurrente. Si, c'est ce qui paraît a priori le plus logique. Le garçon passa à côté. Elle lui fit signe pour un autre café. Le déjeuner s'annonçait passionnant. Ils sont comment, les frères? Ouverts et cultivés. L'un est avocat, d'origine tunisienne. L'autre est prof d'économie, originaire d'Algérie. Ils sont à la Grande Loge. Je ne pourrai jamais leur rendre visite. On viendra te voir, promis. Certaines obédiences ont du chemin à faire. Tu as raison, hélas. Que lis-tu? L'article sur MST. Quel imposteur. C'est un frangin. Non, je ne crois pas. Il serait plutôt le genre Benaïbrit. La maçonnerie juive, c'est ça. T'as rien là-dessus. Je dois avoir quelque chose. On en reparlera. Je ne vais pas tarder à reprendre mon cours. Youssef, merci encore pour le petit-déj. Au lit. C'est naturel. Veux-tu que je range un peu? Non. Merci. Juste la table. Que vont penser tes amis? Ils s'en fichent. Dans quel guêpier me suis-je fourré? Ciao, Bella. Je dois commencer. À toutes, darling. L'enthousiasme fit soudain place au doute. La décision d'assister au déjeuner ne lui semblait plus aussi opportune. La perspective de connaître des amis de Youssef, des frères, avec un bagage intellectuel intéressant, l'enchantait. C'était plutôt les circonstances. Florence avait un mauvais pressentiment. La politique ne devrait pas entrer dans les loges, pensait-elle. Dans son obédience, les planches ne pouvaient porter que sur le symbolisme et la philosophie. Exit donc les questions économiques, sociales et politiques qui exacerbent les différences et sémant la zizanie. Ainsi, cette fameuse loge judéo-sioniste plus grand que comme l'appelait désormais Youssef n'aurait pas pu exister sous sa forme actuelle. La tenue ne l'avait pas surprise outre mesure. Le Grand Orient était connu pour sa propension à traiter des sujets d'actualité. Elle ne s'était rendue compte d'aucune dérive. On avait évoqué un voyage de groupe en Israël. Son ami s'était exprimé librement. Le vénérable avait eu le dernier mot. Le rituel avait été respecté en. Elle aurait conservé cette impression si Youssef ne lui en avait expliqué le lendemain les enjeux véritables. Son malaise venait en fait de là. Rétrospectivement, il remontait même à l'entrée dans le temple. La sympathie empressée des frères. L'attitude désemparée de Youssef. Son vote déplacé et les réactions narquoises. De manière générale, elle appréciait peu la désinvolture qui régnait dans les temples du Grand Orient. Et enfin le départ précipité de son ami. Les agapes, dit-on, sont partie intégrante de la tenue. Mettant de côté des réserves éventuelles, Florence s'y conformait. Elle affrontait avec le sourire cette ambiance si particulière de frères en goguette, dont les traits d'esprit frisaient le niveau des fins de banquet. S'y était ajoutée, ce soir-là, l'obsession du vénérable, et de quelques acolytes, de découvrir le degré de sa judéité, et la nature de sa relation avec Youssef. En outre, certains d'entre eux avaient mis une kippa, un comble dans ce temple de la laïcité. Heureusement, c'était un buffet. Elle entraîna Martine au bout d'un délai raisonnable, se contentant d'un geste large de la main, et d'une bise virtuelle pour tous. Maintenant, tous ces détails prenaient un sens bien particulier. Elle comprenait la nécessité d'une riposte. Mais cette escalade ne lui disait rien qui vaille. Elle replia le journal, rêvassa un long moment avant de rentrer. La réunion touchait à sa fin. Des mouvements d'impatience traversaient l'assistance. On guettait les gestes du président. Mais celui-ci semblait avoir d'autres préoccupations. Richard Zerbib ressentait une lassitude inconnue jusqu'alors. C'était un homme dynamique, svelte et élégant, au sourire conquérant. De rares mèches argentées tempéraient une jeunesse insolente. On l'abordait rarement avec indifférence. De nombreuses femmes lui marquaient de l'intérêt. Mais il n'avait plus le goût de s'y attarder. La soirée fut particulièrement chargée. D'abord l'initiation de 2 nouveaux membres. Un couple de pharmaciens. À la joie de les accueillir, ils semblaient dévoués,
et surtout d'une générosité avantageuse, se mêlait la crainte du trop-plein. La